bienvenue dans ce podcast économique du Méridional. Nous avons reçu Pierre Dussol, professeur honoraire d'économie à la faculté d'Aix-Marseille et consultant en entreprise. Il s'est déplacé dans nos locaux pour nous accorder cet entretien et nous aider à comprendre l'actualité économique. Au programme de cette émission, nous avons abordé 4 sujets. Le premier, le tableau contrasté de l'économie française par la Banque de France. Le deuxième sujet était le budget de l'État. Puis nous avons abordé le refus des distributeurs d'essence de vendre leurs produits à perte. Enfin, nous avons abordé la suppression de la taxe d'habitation et son remplacement par la taxe foncière et son augmentation. Le premier sujet que nous voulions aborder était l'enquête conjoncturelle de la Banque de France, qui se fait auprès de plusieurs milliers de patrons d'entreprises, dresse un tableau contrasté de l'économie française. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Pierre Dussol ? Il faut bien, vous l'avez rappelé, dire que cette enquête, cette publication est faite à partir d'une enquête auprès de 8000 à peu près chefs d'entreprise. Donc c'est une enquête d'opinion d'entreprise. Ce n'est pas du tout un défaut, mais il faut le savoir. Et la seconde chose qu'il faut savoir, c'est que la Banque de France publie, elle est indépendante des pouvoirs publics, et c'est très intéressant de s'en souvenir. Il y a également, au même moment, une enquête de l'INSEE. Mais l'INSEE, c'est un service du ministère des Finances. Donc, ce n'est pas les critiquer que de dire qu'ils sont quand même un service de l'État. Alors, si vous m'interrogez donc sur la Banque de France, c'est en effet très nuancé. D'abord, pour commencer par ce qui est le plus commenté, le taux de croissance futur, la Banque de France est un peu moins optimiste que l'INSEE et que le gouvernement, parce qu'après, le gouvernement, souvent, il utilise les chiffres, mais il les rhabille à sa façon. Par exemple, le gouvernement a fait des hypothèses pour son budget 2024 d'une croissance dépassant 1%, et l'INSEE elle-même est moins optimiste. Après, le gouvernement a la liberté de dire « moi, je pense que grâce à mes actions, ce sera mieux ». Alors, la Banque de France, elle voit une croissance un peu inférieure à 1%. La croissance dont il s'agit, c'est celle du produit intérieur brut, bien connu. Et donc, elle est un peu en dessous d'1%. L'INSEE sera un peu plus en hauteur. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elle dit pourquoi, à son avis, ce sera moins. La croissance est faite par des personnes qui sont son échantillon d'analyse, c'est-à-dire des entrepreneurs. Donc, ils ont mis la pédale douce sur l'investissement, en raison d'incertitudes. Par nature, il y a des incertitudes, mais on en a rajouté. Par exemple, l'État avait promis de diminuer certains prélèvements. Il ne l'a pas fait, ou il a dit qu'il les étalerait. Quand on investit pour plusieurs années, on ne peut pas travailler avec un interlocuteur qui change d'avis tout le temps. Que l'État ait raison ou tort, il a tort absolument sur un point, c'est de changer d'avis en cours de route. On ne change pas des règles du jeu pendant le jeu lui-même. Si l'État ne veut pas ou ne peut pas réduire certains impôts, on pourra en reparler, il n'a qu'à le dire tout de suite. Et là, les chefs d'entreprise étaient partis sur une promesse de réduction très précise de la CVAE, contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette promesse avait été faite, elle a été modérée, coupée en morceaux, décalée, c'est ça qui n'est pas bon. Et ça, c'est une incertitude qu'on ne peut pas surmonter quand on est entrepreneur. Qu'on ne sache pas ce que font les consommateurs, c'est la nature même de l'économie que de ne pas trop savoir ce que feront les gens dans l'avenir. Mais l'État qui dit, on devrait pouvoir y croire. Alors, l'autre raison, les investissements qui sont en fait la croissance future. Donc, c'est le gros morceau, si je puis dire. Après, vous avez les incertitudes sur le taux d'inflation future. Et là, on ne peut pas critiquer le gouvernement en lui-même, non. Mais par contre, il a une politique des taux d'intérêt aussi, peut-être européenne, mais en fait étatique, qui n'est pas gage de certitude. Donc, si vous avez une incertitude sur les prélèvements fiscaux, sur la rentabilité à travers les taux d'intérêt, sur la rentabilité à travers des blocages de loyers, par exemple, pour la partie immobilière, on accroît les incertitudes. Voilà. Donc, c'est ce que dit la Banque de France, ça, c'est pas moi. Parce que l'enquête fait détailler les gens qui répondent quelles sont les raisons qui font que. Alors, il y en a qui vous diront, par exemple, difficulté d'approvisionnement. C'est un bon exemple de ce qui s'améliore. Alors, tant mieux. Donc les chefs d'entreprise eux-mêmes vous disent, il y a un petit graphique à l'appui de ça, les difficultés d'approvisionnement sont moindres, elles reviennent au niveau d'avant Covid, mais il y en a quand même. Elles ne sont pas pires qu'avant. Vous avez également les difficultés de recrutement.
de personnel. Alors celles-ci, pareil, si on nuance un petit peu, elles sont moindres dans l'industrie. Tout à fait. C'est la Banque de France qui collecte ces réponses. Ce n'est pas mon opinion que je vous donne. Et elles sont un peu supérieures dans d'autres secteurs comme le bâtiment et les services, par exemple. Alors, si j'ose dire, ça tombe bien, parce que le bâtiment, il y a d'autres incertitudes fiscales et économiques, liées au taux d'intérêt, liées à la désolvabilisation des acheteurs potentiels, à cause de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation. Tout ça fait que la Banque de France est amenée à donner un avis contrasté. Voilà, mais c'est son rôle. Elle est une source de renseignements très fiable. L'INSEE aussi, mais la Banque de France, je vous dis, elle s'appuie sur le secteur bancaire. Et les banques savent bien qui est en difficulté de trésorerie et qui ne l'est pas. Donc, la Banque de France ne publie que des statistiques sans mettre des noms, bien sûr. Mais je crois qu'il y a une majorité d'entreprises qui ont des difficultés de trésorerie. Alors, si ça s'ajoute aux incertitudes, ça ne pousse pas l'investissement. Alors, il y a un lien entre l'inflation et la croissance qui avait été fort bien fait par un ouvrage ancien qui disait « L'inflation, c'est l'anticroissance ». C'est l'anticroissance parce que ça ronge le pouvoir d'achat. Alors, ça donne une impression, si vous indexez les salaires, par exemple, ça donne l'impression que la feuille de paye augmente, ce qui, arithmétiquement, est vrai, mais votre pouvoir d'achat véritable, il n'augmente pas. Donc, en plus, le taux n'est pas constant. D'ailleurs, en ce moment, vous avez des publications d'inflation qui distinguent les prix alimentaires, les prix du carburant, etc. Alors, c'est bien d'ailleurs, sauf que on perd de vue la moyenne. Mais ça, c'est la faute de personne, c'est pas une critique. Mais ça veut dire que l'inflation n'est pas si facile à percevoir que ça. Avec la meilleure bonne foi, ce qui est certain, c'est que si vous avez à faire des projets, que ce soit des ménages qui veulent investir ou des entreprises, ou même l'État d'ailleurs, ou les collectivités, vous ne savez pas dans les années qui viennent quelle sera l'inflation. Or l'inflation détermine votre pouvoir d'achat, par exemple on indexe les impôts, les salaires, etc. Alors si vous avez 2% une année, 5% une autre, 15%, puis ça tombe à 1, c'est inconfortable, on va dire poliment. Il vaudrait mieux 3% tout le temps et que ça ne bouge pas. 0, ce serait encore mieux, mais c'est pas possible. Tout ce qui rend l'avenir moins visible est défavorable aux décisions qui engagent l'avenir. Et ces décisions, c'est les gros achats des ménages ou les investissements des entreprises. Et la croissance, elle est là-dedans. Elle est moins dans la consommation en ce moment. Alors aujourd'hui, par exemple, vous avez, peut-être pour faire un petit commentaire sur la qualité de la prévision, vous avez des réponses qui sont en elles-mêmes des prévisions. Par exemple, les carnets de commandes. Dans le bâtiment, les carnets de commandes vont aujourd'hui, en septembre 2023, vous diront un peu l'activité qu'il y aura en 2024. Et puis ça, il n'y a pas beaucoup d'erreurs là-dessus. Il s'agit de commandes signées. Donc dans l'industrie aussi bien que dans le bâtiment, je vous montre le graphique. Les voilà, pof, vous les voyez qui dégringolent ? Le second sujet que nous voulions aborder, c'est celui du budget de l'État. Sa prochaine votation pour l'année 2024, mais aussi sa gestion ainsi que sa dette. C'est par une notive. Oui, il y en a une, c'est ancien, mais ça date de la Ve République, où la Constitution oblige à ce que l'État puisse présenter son budget avant le 31 décembre. Autrefois, il y avait des périodes de dépassement, on votait des 12e provisoires au mois de janvier, c'était assez désordonné. Là, au moins, il y a un délai que l'État respecte d'ailleurs, il n'y a rien à dire. Par contre, ça veut dire que le 4e trimestre est très animé sur ce sujet et vous faites bien de poser la question. Alors l'autre élément, c'est qu'on peut difficilement proposer une nouvelle dépense si on n'y associe pas une ressource. Ça peut être une ancienne ressource ou une nouvelle, mais enfin... bon. En revanche, alors là, moins positif, on a tendance à reconduire les budgets des années précédentes sans trop réfléchir et en appliquant un coefficient moyen. Et ça, c'est pas très bon. Alors, l'État, en fait, il a tendance à s'occuper de tout et à oublier l'essentiel. C'est un peu son problème. Alors, c'est pas l'État d'aujourd'hui. Ça fait pratiquement 50 ans que le budget est en déficit déjà. Bon. Alors, c'est pas nouveau. Par contre, ça s'amplifie. Ça s'amplifie parce que c'est devenu un système. C'est pas un dérapage temporaire. Ça a pu arriver. Hein. Et c'est d'ailleurs pas choquant. Mais c'est devenu un système d'être en déficit. Et
Alors, il y a deux niveaux de déficit. Il y a le déficit gravissime, qui est quand on ne couvre pas les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses définitives. Un peu comme un ménage qui serait obligé d'emprunter pour manger. Alors c'est malheureux, mais l'État pourrait ne pas le faire. Pour vous donner un exemple, c'est 2023, puisque le budget 2023, on le connaît bien, les recettes de l'État pour le fonctionnement, c'est-à-dire toutes les dépenses définitives, paiement des salaires de fonctionnaires, allocations, etc., étaient de 466 milliards d'euros, les dépenses. Les recettes, 342. Ça veut dire qu'il y a 27% des dépenses qui ne sont pas couvertes par des recettes. Déjà, les dépenses définitives. Si vous prenez les investissements, puisqu'on fait habilement la distinction, le déficit est de 40%. C'est-à-dire qu'il y a 308 milliards d'investissements, mais on n'en a couvert que 60%. Il faut emprunter 124. Donc vous ajoutez 124 et 124, ça fait 248. C'est hallucinant. Bon. Donc, il y a un système d'irresponsabilité, d'incompétence, on peut appeler ça comme on veut, qui fait qu'on emprunte toujours beaucoup. Et alors, on emprunte un peu plus encore parce qu'il faut rembourser les échéances des emprunts précédents. Encore une fois, ça ne s'adresse pas au gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, il a commis une faute, c'est que ça fait 6 ans qu'il nous dit qu'il va tout changer. Et il n'a rien changé du tout. Mais sinon, ce n'est pas le premier à mal gérer. Et ce n'est pas le seul, parce qu'il y a d'autres pays. Par contre, il y a d'autres pays qui s'en sortent beaucoup mieux et très proches de nous, comme les Allemands, par exemple, qui ne sont pas particulièrement différents. Et on peut donc être beaucoup plus sérieux. Mais par exemple, je disais au début, l'État s'occupe de tout et il oublie l'essentiel. Bon, vous savez à quel point la police et la justice manquent de moyens. Et ce sont des fonctions, on les appelle régaliennes, bien qu'on soit en République, mais ce sont des fonctions essentielles parce que seul l'État peut les accomplir. On ne va pas mettre des milices armées, ou on peut toujours le faire, mais enfin, ce n'est pas souhaitable. Et donc, ce que l'État est seul à pouvoir faire, il devrait se concentrer dessus, budgétairement. Par exemple, il y a 2 fois moins de magistrats par rapport à la population qu'en Allemagne, en ratio. Et ceci dure depuis très longtemps. Et puis, ce n'est pas en une année qu'on va combler le déséquilibre. Si on avait commencé il y a 7 ou 8 ans, on serait à un stade bien meilleur. En revanche, on distribue souvent, donc ça l'essentiel, je disais justice, armée, police, voilà, des fonctions de base. Après, on a des exemples, il n'y a qu'à prendre le rapport de la Cour des comptes, où on dépense de l'argent dans des projets qui ne se réalisent pas, mais on a dépensé beaucoup. On distribue des aides à des personnes qui ne les méritent pas, je veux dire qui n'ont pas des mérites justifiant qu'on les aide. On a remplacé les bourses d'études, par exemple, qui étaient au mérite, par des bourses en fonction de la situation sociale. Bon, mais ce n'est pas le rôle des bourses d'enseignement de résoudre des questions de pauvreté. C'est les talents qui doivent être encouragés. Donc il y a un biais. On dépense dans l'enseignement de plus en plus, avec des résultats de plus en plus mauvais. Donc il faut se poser des problèmes d'organisation. Et c'est l'organisation qui ne va pas. Parce que je ne tomberai pas dans la stupidité de dire les fonctionnaires sont idiots. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais ils sont aussi intelligents que la moyenne des gens. Mais organisés comme ils le sont, ça ne donne la plupart du temps que de mauvaises décisions. Mais il y a un célèbre ministre qui avait dit qu'il faut dégraisser le mammouth. Il parlait de l'éducation nationale, mais c'est vrai partout. Il faudrait se poser la question de chaque dépense. Est-ce qu'elle est justifiée ? Elle a pu l'être à un moment et ne plus l'être. Elle peut ne l'avoir jamais été. On peut en discuter, mais ça, c'est le rôle du Parlement. Et je ne fais que répéter ce que disait Philippe Séguin, qui était le président de la Cour des comptes, à la fin de sa vie. Ça a été son meilleur moment, d'ailleurs. Il disait, il ne faut pas dire on va réduire le nombre de fonctionnaires de 5%. Il faut prendre les postes les uns derrière les autres. Et c'est peut-être 100% dans certains cas qu'il faut réduire. Et au contraire, augmenter dans d'autres secteurs. Et on se pose cette même question quand on est une famille et qu'on veut aller en vacances. On ne fait pas des décisions mi-figue, mi-raisin. On va ou à la montagne ou à la mer. Et il faut donc être clair et net. Ce qui justifie une dépense, c'est son utilité au moment où on la décide. Et puis après, on devrait revoir. Oui. Alors, les services de l'État, normalement, le font. C'est leur rôle.
Mais d'abord, ils sont souvent prisonniers d'actions de démagogie politique. Par exemple, faut-il aider les migrants qui viennent chez nous mais ne font rien ? Oui ou non ? Et si on les aide et qu'ils ne font rien, il faut savoir que c'est un coût. Est-ce que ce coût est justifié ? Si on sélectionne les migrants qui sont aptes à travailler utilement dans l'économie française, mais ils sont les bienvenus, et à ce moment-là, c'est un investissement que de les accueillir. Et on peut en discuter, on doit en discuter. Quand vous avez fait allusion au doublon, un doublon n'a aucune raison de rester. On peut l'avoir commis par erreur, mais il ne faut pas que ça dure. Donc, oui, il devrait y avoir un passage au crible permanent de tout. Alors, ça se fait avec plus ou moins de succès. Les Canadiens l'ont très, très bien réussi. Une question qu'on peut se poser. La population française a augmenté depuis 30 ans de peut-être 15%. Pourquoi y a-t-il 60% de plus de fonctionnaires alors qu'on informatise ? Alors je dis 60%, c'est peut-être que 55%, mais puis il y a les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires des collectivités locales, c'est surtout elles d'ailleurs. Alors qu'on informatise, on automatise, on simplifie, on dit qu'on simplifie. Et vous avez dit on a atteint le niveau symbolique de 3 000 milliards d'euros. Effectivement, on est à plus de 100% de notre produit intérieur brut. Bon, alors, c'est un indicateur absolument pas pertinent. Le vrai indicateur, c'est quand je dépense 100, qu'elle a la ressource en face. Et comme je vous l'ai dit, en fonctionnement, il manque 27%. Ça, c'est l'indicateur. Alors bon, donc, on a gardé la comparaison avec le PIB, parce que tout le monde la comprend, bien qu'elle ne soit pas pertinente, mais ça simplifie. Bon, admettons. Donc, on a franchi des limites qui étaient quand même, rappelons-le, dans le traité de Maastricht que nous avons signé, que l'endettement total du secteur public, pas que de l'État, c'est-à-dire État, collectivité territoriale et la santé, les hôpitaux, enfin tout ce qui est public. Tout ce qui est financé par des prélèvements obligatoires, en fait, c'est ça le critère. L'endettement cumulé ne devait pas dépasser 60% de cette somme. Mais il pouvait aussi être inférieur, d'ailleurs. Oui. C'est une limite. Voilà. Donc, on est à plus de 100%. Parce que le PIB, il est de 2600 milliards d'euros en 2022. L'endettement de l'État est à peu près à 3000. On a dépassé. Mais la question, à la limite, peut-on le rembourser ? Parce que si on a un gros endettement et une grosse capacité de remboursement, pourquoi pas ? Mais on ne se dirige pas vers des excédents budgétaires, loin de là. Vous voyez ? Dans les familles, vous avez parfois des gens qui s'endettent beaucoup, puis ils remboursent. C'est pas seulement l'endettement, je vous dis, c'est le remboursement. La troisième actualité économique que nous voulions aborder était liée à l'essence. Les distributeurs d'essence comme Leclerc ou Carrefour ont récemment annoncé leur refus de vendre à perte leurs produits. Comment expliquer ce refus ? Il y a quelque chose, une fois de plus, qui est du désordre juridique. La loi, c'est actuellement qu'on n'a pas le droit de vendre à perte parce que c'est déloyal et il y a d'excellents arguments. Tout d'un coup, le gouvernement fait une exception et les distributeurs disent « mais pourquoi vendrions-nous à perte et pas les autres ? Il n'y a pas de raison ». Et cette dérogation, elle est vraiment d'opportunité. Le gouvernement ne veut pas baisser les prélèvements qu'il fait et qui sont largement excessifs, 80% à peu près, mais alors... J'y reviendrai. Le gouvernement ne veut pas baisser ses propres prélèvements et il crée une exception juridique tout à fait instable, parce qu'un jour, ça va s'arrêter, puis un autre jour, on va dire c'est sur le Coca-Cola, un troisième, c'est sur l'huile d'olive, un quatrième, tout produit indispensable peut justifier ce genre d'exception. Donc les exceptions juridiques, c'est pas bon. Le gouvernement fait du court terme, alors que ce qui compte, ce sont les points fondamentaux. Quand il y a une difficulté économique qui est la rareté, il faut produire. C'est tout. On ne lutte durablement, je dis bien durablement, contre ces phénomènes de rareté et d'inflation qu'en produisant. Produire, ça demande des moyens qui sont bien au-delà des compétences de l'État. Il faudrait motiver les industriels. Alors, les prélèvements de l'État sur l'essence. Il y en a un qui est inattaquable, c'est la TVA, parce qu'elle s'applique à tous les produits, donc ni plus ni moins au carburant qu'aux autres produits. Oublions-la. C'est 20%, c'est le même tarif pour tout le monde, rien à dire. Mais le plus gros prélèvement, c'est une taxe dont la finalité est d'entretenir le réseau routier. Or, le réseau routier, c'est un budget de tant de milliards chaque année, il n'y a aucune raison d'en prélever davantage. Or, le produit de la taxe spécifique au carburant dépasse le budget. Alors, ça dépend des années, mais bon. L'État abuse donc de cette position.
alors qu'il a une taxe qui est justifiable. Par exemple, faire payer aux gens qui roulent le coût de la route, c'est parfaitement normal. D'ailleurs, les avions le payent aussi, mais c'est les routes aériennes, mais ils payent une redevance. Donc celui qui emprunte une voie paye l'usage de la voie. Le principe est bon, mais on n'est pas obligé d'en abuser. Et là, le gouvernement pourrait faire un effort de quelques centimes par litre, et on serait en dessous du seuil psychologique de 2 euros, par exemple. Mais il ne veut pas, parce qu'il est coincé par sa situation de déficit. Alors, il a un vocabulaire, d'ailleurs, qui est extrêmement déplaisant. Quand il réduit un impôt, il dit « je fais un cadeau ». Mais non, ce n'est pas un cadeau que de laisser aux gens l'argent qui est à eux. Enfin, pour finir le tour de l'actualité économique, je voulais que nous abordions la suppression de la taxe d'habitation et l'inexorable montée de la taxe foncière. Comment l'expliquer ? L'actuel président de la République avait mis dans son programme en 2017 la suppression de la taxe d'habitation, qui n'est pas une taxe d'État, mais une taxe de collectivité locale. C'était très facile et c'était une proposition très payante électoralement, mais absolument démagogique et économiquement pas justifiée du tout. La taxe d'habitation, comme son nom l'indique, c'est une taxe. Elle est donc affectée à un emploi précis. Et cet emploi précis, les gens le comprennent particulièrement bien. C'est-à-dire qu'on sait très bien où va l'argent. Il va dans les voiries, l'entretien des voiries, l'éclairage public, le nettoyage, la collecte des déchets. Tout le monde sait ce que c'est. Donc la taxe et l'usage de la taxe, c'est bien établi dans les têtes. Après, qu'elle ait été lourde à payer pour certains, je l'admets très bien. C'est toujours trop, mais bon. Donc, proposition du candidat actuel, enfin actuel président, qui est votée, parce qu'il a décidé, mais pas tout seul, et ça a été voté. Or, cette taxe était l'une des ressources essentielles des collectivités territoriales, puisque ça finance les services qu'elles rendent. Et à côté d'autres taxes, comme la taxe foncière. Donc, vous supprimez la taxe d'habitation, mais vous ne supprimez pas le besoin induit. Il faut toujours entretenir les voiries. Donc, mécaniquement, arithmétiquement, il y avait deux choses. L'État s'est engagé, il le tient à peu près, à compenser. Donc, le contribuable, il payera aussi, mais dans une autre case. Donc, ça n'a pas réduit les impôts du tout. C'est du bon taux, on a transféré. Il y a moins d'impôts, il y a moins de taxes, plus d'impôts, ou alors moins d'impôts, plus de taxes, ça dépend. Donc les collectivités territoriales se trouvent dépendre de la bonne volonté de l'État à compenser. Alors il compense, mais il oublie d'indexer, par exemple. Et puis quelquefois, il est réticent, il met du temps. C'est souvent la même attitude que ce qu'on disait au début. L'État crée l'incertitude. Voilà. Il crée des incertitudes qui n'existaient pas. La seconde chose arithmétique, c'est que les communes ayant encore la main sur la taxe foncière, enfin sur son taux, pas sur les bases qui sont faites par le cadastre et par les services de l'État, mais sur le taux, ils en profitent pour augmenter. Donc vous avez des villes comme Paris qui ont massivement augmenté. Oui, c'est ça tangente les 50, je ne sais pas exactement, mais c'est très très élevé. Et vous avez des villes comme Aix-en-Provence qui n'ont pas augmenté les taux. Mais en revanche, dans la taxe foncière, il y a aussi les métropoles et les régions, les départements. Donc là, les parts ont pu augmenter. Ce qui fait que les contribuables des Bouches-du-Rhône, ils ont quand même la note a augmenté. Bon, donc ça, on a créé une incitation à augmenter la taxe foncière. Et c'est pas n'importe qui, c'est l'État. Oui. Si on est dans la logique du calcul électoral, c'est réussi. Un politicien qui gagne des voix, dans son objectif de politicien, a réussi. Maintenant, s'il s'agit de voir le bien économique général, c'est complètement raté. Parce que les dépenses existent toujours, la population les paye, mais elles ont perdu le lien entre le prélèvement et la dépense. Donc c'est absolument exécrable. C'est très, très mauvais. Après, on s'étonne que les citoyens ne soient pas de bons citoyens. Et si on les met dans ces situations-là, ils ne peuvent pas faire autrement que s'opposer. Ils disent c'est une honte, bon, très bien. Donc, voilà, il faut seulement se dire, si vous vous mettez dans la peau du politicien, il a réussi. Si vous vous mettez dans la peau de l'homme qui vaut le bien de la nation, alors c'est une horreur. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est au contraire de renforcer les impôts locaux qui sont précis, qui financent des choses que les gens voient. Et par exemple, justement, la taxe, on ne l'appellerait plus d'habitation, mais on leur dirait contribution aux services municipaux, virgule, dont vous bénéficiez quotidiennement, vous, vos enfants, vos parents et vos grands-parents. Après tout, on a un président qui adore faire des cours
comme un instituteur. Eh bien, il n'a qu'à mettre sa pédagogie au service de ça. Ce sera peut-être très réussi.